monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter de comment se constituer une épargne de précaution. C'est un sujet dont j'ai très souvent parlé, il a souvent été abordé par mes abonnés par exemple dans leur budget d'abonnés où souvent je vais parler du fait que c'est bien d'avoir une épargne de précaution quand les gens n'en ont pas encore, mais finalement j'ai jamais tant parlé de comment constituer cette épargne de précaution, pourquoi, etc. Donc déjà pour définir l'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? Ça va être une réserve d'argent que l'on va vraiment garder sans y toucher pour les accidents potentiels de la vie ou juste les événements de la vie, s'il y a un problème de voiture, s'il y a des travaux urgents à financer, un problème de santé, etc. Le premier point pour moi quand on s'intéresse à l'épargne de précaution, c'est de déterminer le montant dont on va avoir besoin en épargne de précaution. Et ça c'est vraiment très personnel, ça va dépendre de tous les facteurs d'imprévus que l'on a dans notre vie. Donc par exemple notre mode de déplacement, ça va énormément compter. Si par exemple on travaille assez loin de chez nous, qu'on a vraiment besoin d'une voiture, on sait qu'en fait on peut avoir des frais imprévus en lien avec la voiture. Selon si on est propriétaire ou locataire, on va avoir des possibilités d'urgence assez différentes. Si on est propriétaire, ça peut être de potentiels travaux à faire. Si on est locataire, ça peut être un potentiel déménagement. Parce que déménager, ça coûte toujours de l'argent aussi. Si on a des enfants ou pas, si on a des animaux ou pas. Les animaux, ça peut être un énorme facteur d'imprévu. Par exemple avec la saison actuellement, je sais qu'il y a énormément de chiens qui se sont coincés des petits épillets dans la truffe, dans le coussinet, dans l'oreille. Ce sont des choses qui à chaque fois nécessitent d'aller chez le vétérinaire. Et en fait c'est de l'argent qu'on n'avait pas spécialement prévu de dépenser dans le mois parce qu'on ne peut pas prévoir les imprévus. Mais c'est vraiment bien d'avoir une réserve d'argent au cas où ça arrive pour pouvoir agir au plus vite et ne pas se retrouver en difficulté ensuite. L'un des facteurs les plus courants qui amène à toucher à son épargne imprévue, ça va être la perte d'un emploi ou un changement en lien avec son emploi. Si par exemple on est en arrêt maladie et que du coup on touche un peu moins, etc., c'est bien d'avoir de l'argent pour pallier à ça. Donc souvent la recommandation minimum en termes d'épargne de précaution, ça va être d'avoir un mois de dépenses de côté. On peut choisir soit un mois de salaire, soit un mois de dépenses. Parfois ce sont des montants assez proches aussi. Souvent ça va être bien d'avoir ça au minimum et de viser cet objectif déjà comme premier palier pour se dire que si on a un imprévu dans la vie, un problème avec son salaire, si on touche moins que prévu, le temps que les choses se régularisent, que parfois on touche un chèque, etc., ça peut être bien d'avoir de quoi pallier aux dépenses du quotidien pendant au moins un mois. Moi j'avoue que je suis plutôt partisane du 3 mois minimum, donc c'est vrai que dans mon cas j'ai toujours fait en sorte d'avoir au moins de quoi payer 3 mois de mes dépenses de côté, mais après ça c'est tout à fait personnel. Et par exemple aujourd'hui, maintenant que je suis indépendante, c'est vrai que j'applique quelque chose d'encore plus prudent puisque j'essaye d'avoir un an de dépenses de côté, parce que dans la situation d'indépendance c'est assez différent dans le sens où je ne sais jamais ce que je peux toucher dans plusieurs mois. Donc ce que je gagne maintenant, je considère qu'il y en a une grosse partie qui peut servir aussi dans plusieurs mois et que le salaire que je touche actuellement, c'est pas mon salaire pour le mois, c'est un salaire qui doit me permettre de tenir les mois où je toucherai moins aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est très personnel, on n'est pas obligé de faire comme les autres, chacun va faire selon ce qui lui convient, mais c'est important de déterminer déjà un montant, un objectif, etc. Une épargne de précaution, elle doit être disponible et sûre. Idéalement, on peut aussi faire en sorte de la protéger un minimum de l'inflation, donc pas forcément en la plaçant sur des supports risqués, mais en faisant en sorte que ça ne se dévalue pas trop et d'essayer de récupérer des intérêts et surtout de pas la garder sur son compte courant. Même si on veut que ce soit disponible, c'est bien de la placer ailleurs pour pouvoir distinguer vraiment combien on a, même si on cherche pas spécialement à avoir des intérêts dessus. Sur le sujet des astuces que l'on peut mettre en place pour économiser de l'argent petit à petit pour son épargne de précaution, le partenaire de ma vidéo du jour est Plum. C'est une application qui a été conçue pour vous accompagner dans vos objectifs financiers et vous fournir des outils pour gérer, épargner, investir votre argent facilement grâce notamment à l'automatisation de l'épargne. Plum fonctionne avec un algorithme intelligent qui va analyser vos dépenses et vos revenus et qui va vous proposer d'épargner une somme par exemple dès que vous recevez votre salaire qui va être adapté à ce que vous pouvez épargner. Et ça va en plus vous proposer des petits défis si vous souhaitez épargner un peu plus d'argent sans forcément avoir de charge mentale en fait liée à cette épargne. Ça va être des petites sommes qui vous feront pas forcément une énorme différence dans votre budget, mais qui vous permettront petit à petit d'avoir de plus en plus d'argent économisé. Vous pouvez activer par exemple le défi des arrondis, ça va être que lorsque vous faites une dépense, si par exemple vous allez à la librairie, vous dépensez 10,70 €, Plum va récupérer les 30 centimes qui vous permettraient d'atteindre 11 € et les met directement sur votre cagnotte, ce qui vous permet en fait d'épargner 30 centimes sans y penser. Ça paraît pas grand chose en soi que le livre vous coûte 10,70 € ou 11 €, vous l'auriez probablement acheté, mais ça va vous permettre petit à petit sur toutes ces dépenses de quotidien, sans vraiment voir de différence dans votre manière de gérer votre argent, d'avoir de l'argent qui se met de côté petit à petit. En autre défi, vous avez l'épargne hebdomadaire. Si par exemple vous voulez mettre de côté 5 € de plus chaque semaine, en vous disant, je sais pas, c'est le montant que vous auriez peut-être dépensé pour payer un café à emporter ou pour faire une petite dépense, c'est 5 € de plus que l'application peut mettre de côté automatiquement et en fait ça vous permet d'avoir cette épargne en plus de celle que vous avez déjà mise en début de mois. Bien évidemment, vous restez maître de votre argent, vous pouvez à tout moment arrêter, vous pouvez reprendre votre argent, vous le mettez où vous le souhaitez, vous êtes tout à fait maître de votre argent, vous le récupérez quand vous le souhaitez. L'application vous permet également d'investir en bourse, d'acheter des fractions d'entreprise ou de fonds ETF à partir de 1 €.
Sur Plum, vous avez 3 versions. Vous avez la version gratuite et accessible à tous puisque l'application est utilisable gratuitement si vous le souhaitez, qui vous donne déjà accès à l'épargne automatique, qui vous donne accès à la cagnotte. Donc si par exemple vous voulez faire une cagnotte pour votre projet de vacances, pour constituer votre cagnotte pour les imprévus, pour les cadeaux de Noël par exemple, ça vous donne aussi accès aux arrondis, donc au fait de pouvoir arrondir à chaque fois pour que ça vienne se rajouter dans votre cagnotte, mais également ça vous donne accès à l'investissement. Vous avez ensuite la version Pro qui est à 2 € par mois et qui vous permet de créer autant de pockets, donc de cagnottes que vous le souhaitez. Ça peut vous permettre de faire par exemple le système des enveloppes, mais en version virtuelle, en ayant votre enveloppe loisir, l'enveloppe cadeau de Noël, l'enveloppe épargne de précaution aussi. Ça peut vous permettre vraiment de dispatcher tout ça et d'avoir une vision claire de votre épargne. En parallèle, ça vous donne aussi accès à plus de défis. Il y a par exemple le défi des 52 semaines dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est un défi où on peut investir 1 € la première semaine, 2 €, la deuxième semaine 3 €, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un an, on a épargné 1378 €, ce qui représente quand même une belle épargne de précaution. Pour beaucoup de personnes, ça peut représenter par exemple c'est 1 mois d'épargne de précaution. Quand on commence avec son épargne, réussir à atteindre cette épargne de précaution en 1 an grâce à ce défi, ça peut être vraiment très intéressant. Et avec Plum, ça peut vous permettre de le faire sans aucune charge mentale. C'est l'application qui s'en occupe pour vous. Pour les personnes qui sont plus axées sur l'investissement, vous avez la version premium à 9,99 € qui vous donne accès à un très grand nombre d'ETF et d'actions. Lorsque vous installez Plum, vous avez accès à la version de votre choix gratuitement pendant 1 mois. Mais en plus de ça, si vous venez de ma part, donc de ma vidéo, vous avez accès à la version Pro pendant 2 mois supplémentaires gratuitement, ce qui peut vous permettre de tester les différentes méthodes d'épargne qu'ils ont, les différentes cagnottes. Ça peut vous permettre de commencer à voir si ça a de l'intérêt pour vous. Pour constituer par exemple une cagnotte pour acheter vos cadeaux de Noël, etc. Vous savez que moi je recommande toujours d'acheter les cadeaux de Noël quelques mois avant Noël, ou en tout cas de commencer à épargner pour tout ça un petit peu avant pour ne pas s'y prendre au dernier moment. Donc ça peut vraiment être l'occasion parfaite. Je vous mets toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin en barre d'infos. Merci encore à Plum de collaborer avec moi pour cette vidéo. Le troisième point important dans la constitution de son épargne de précaution, c'est de voir cet argent que l'on met de côté comme un crédit à la consommation mais envers soi-même, qui justement peut nous éviter d'en faire un plus tard et qui, au lieu de nous coûter des intérêts, nous rapporte des intérêts, puisque si on place cet argent en dehors de son compte courant, ne serait-ce que sur un livret ou sur une solution même peu rémunératrice, ça génère un petit peu d'intérêt par rapport à si on fait un crédit à la consommation et où là ça nous coûte beaucoup d'intérêt en général. Le but c'est justement d'éviter de se retrouver dans la situation où on a un imprévu, on doit faire un crédit et du coup ça fait que cet imprévu, au lieu qu'on l'ait anticipé avant, on se retrouve à le payer pendant super longtemps ensuite et que ce soit un espèce de cercle vicieux qui nous empêche de mettre de l'argent de côté pour de futurs imprévus et qui nous oblige à faire encore un crédit dès qu'on aura un autre imprévu, etc. L'objectif c'est vraiment de créer un cercle vertueux au lieu de créer un cercle vicieux. Pour savoir si vous êtes en mesure d'épargner et combien vous êtes en mesure d'épargner, il va falloir faire votre budget. C'est vraiment une étape hyper importante, quels que soient nos revenus, faire son budget, voir un petit peu combien ça nous coûte en fait notre mode de vie en général. L'idéal c'est vraiment de regarder sur 1 an, je sais que ça représente quand même un peu de charge mentale. C'est pas forcément si long que ça non plus, enfin ça peut paraître comme une tâche énorme, mais ça peut vraiment nous aider de voir combien on a dépensé en général, quels ont été nos imprévus, comme ça on peut un peu prévoir les futurs imprévus que l'on pourrait avoir, qui du coup ne seront plus forcément des imprévus parce qu'il y a parfois énormément de choses que l'on voit comme des imprévus mais qui sont quand même assez prévisibles. Par exemple, parfois on a tendance à considérer le fait qu'on a beaucoup dépensé ce mois-ci parce qu'il y avait des cadeaux à acheter, etc. Mais en fait les cadeaux, ce sont des dépenses assez prévisibles, on sait que ça revient régulièrement. Et ensuite à partir de là, vous pouvez prévoir votre budget mensuel et vraiment ce n'est pas fixe, surtout au début, modulez-le, changez-le, testez, ne vous découragez pas, ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. C'est normal de pas forcément réussir à faire un budget parfait du premier coup. Je fais mon budget depuis pas mal de temps, il y a des moments où mon budget ne ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu parce qu'il y a des aléas dans la vie, tout n'est pas toujours tout lisse et se passe exactement comme le mois d'avant. Donc vraiment testez, n'hésitez pas en fait à vous définir des choses, si vous les atteignez pas, c'est pas grave, il faut juste regarder pourquoi ça n'a pas marché, est-ce que ça va se répéter ou est-ce que c'était juste en lien avec ce mois-ci. C'est vraiment important de s'intéresser à son budget pour justement avoir à moins y penser ensuite et à moins stresser autour de l'argent. Pour le 5e point, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est lorsque l'on a un découvert et que on commence à s'intéresser à son budget, est-ce qu'il vaut mieux rembourser son découvert ou épargner? Donc pour moi, bien évidemment, ça dépend. Mais si je donne mon avis personnel sur la situation, qui n'engage que moi, et bien évidemment vous faites comme vous voulez, je pense que si le découvert ne s'est pas creusé en un jour, ça peut être assez démotivant de chercher à le rembourser très rapidement. Parfois le découvert il s'est vraiment installé sur des années
Et en fait, chercher à le remonter en seulement 2-3 mois, ça peut être un peu trop ambitieux et parfois ça peut justement nous décourager si à un moment on replonge à nouveau, parce que en fait ça peut nous donner l'impression que par palier là on arrive à super bien le remonter et finalement il y a quelque chose que l'on a oublié ou il y a juste un imprévu de la vie qui fait qu'on repioche dedans et qu'on n'a pas d'épargne justement pour payer ces choses. Je pense qu'il vaut mieux, par exemple, je donne vraiment un exemple, supposons que vous ayez un découvert de 1000 € et que actuellement vous ayez fait votre budget. Une fois tout votre budget fait, vous avez vraiment dispatché votre argent comme vous le souhaitiez et après il vous reste 100 € que vous pouvez mettre soit pour rembourser votre découvert, soit pour épargner. Je pense qu'un 50-50 ça peut vraiment être bien. Selon ce dont vous pouvez avoir besoin dans votre épargne, vous pouvez très bien faire du 30, 70, etc. Mais en fait, de remonter progressivement votre découvert, même si ça peut être lentement, même si ça peut être sur 20 mois par exemple, à coût de 50 €, chaque mois, ça peut représenter 20 mois pour remonter ce découvert. Mais en parallèle, vous constituez aussi votre épargne de précaution, ce qui fait que dès que vous avez un imprévu, vous ne recreusez pas votre découvert. En fait, dans le budget, il y a énormément d'aspects psychologiques, d'aspects mentaux aussi, et parfois c'est quand on est démotivé qu'on a tendance à lâcher l'affaire, et c'est là que les choses se creusent plus. Et je pense vraiment qu'il vaut mieux ne pas remonter son découvert pour finalement redescendre ensuite et se dire bon bah c'est bon, j'ai fait plein d'efforts, ça sert à rien, qu'il vaut mieux remonter petit à petit, même si je sais que c'est dur, même si je sais que surtout quand on démarre un processus, le temps passe lentement, on a envie que les choses bougent, on est en train de faire plein d'efforts et on voit pas encore le fruit de ces efforts, donc c'est vraiment la période la plus difficile finalement, c'est le début, mais c'est la période qui vaut vraiment le coup d'être passée, parce qu'une fois qu'on commence à voir le fruit de ses efforts, à se dire que là on a déjà remboursé la moitié de son découvert par exemple, et qu'en parallèle on a aussi de l'argent de côté, je pense qu'il y a un côté qui peut être très motivant. Le 6e point, ça va être d'épargner en plus les entrées d'argent qui faisaient pas forcément partie de votre budget de base. Par exemple, je pense à tout ce qui est primes, à tout ce qui est heures supplémentaires. Souvent, on les compte pas forcément dans notre budget de base parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à utiliser par exemple les primes pour les vacances parce que souvent ça tombe à Noël ou ça va tomber pendant l'été, etc. Donc ça tombe souvent à des moments où on a des dépenses plus importantes. Je dis pas de tout épargner sur sa prime, évidemment que si on a une prime vacances, on peut très bien l'utiliser pour partir en vacances, mais ça peut être bien d'utiliser ce moment où on a un peu plus d'argent que ce qu'on a l'habitude d'avoir pour augmenter son effort d'épargne. Et je pense aussi aux heures supplémentaires parce que parfois ça peut être des heures qu'on n'avait pas spécialement prévu de faire, qu'on n'avait pas spécialement prévu de toucher du coup, même si évidemment ça nous a demandé de l'effort, etc., de l'énergie, et que on peut avoir tendance à augmenter un peu ses dépenses en fonction de ça, mais ça peut être bien d'augmenter son épargne ou le remboursement de son découvert si on est sur le point d'avant aussi. Ça peut vraiment permettre de booster notre motivation, et comme je le disais avant, la motivation ça joue énormément. Et parfois quand on voit que ça grandit comme ça progressivement et que des fois on voit qu'il y a de l'argent qu'on n'avait pas prévu de mettre dedans, qu'on arrive à mettre dedans, ça peut aussi booster notre motivation et nous donner envie d'en faire plus en fait. Ça fait qu'on se prend un petit peu au jeu et ça peut nous donner envie de faire plus d'efforts sur ces points là aussi. Le 7e point pour moi il va surtout s'adresser quand on est dans l'urgence de créer une épargne de précaution, parce que là on est vraiment à zéro avec un découvert qui est assez prononcé. Ça va être d'essayer de récupérer les sources d'argent potentielles qui sont inutilisées chez nous. Je pense par exemple aux vêtements. Si vous avez tendance à acheter beaucoup de vêtements que vous ne mettez pas forcément, même si ce sont des vêtements qui datent d'avant, ça reste une réserve d'argent que vous pouvez revendre. Bien évidemment il ne faut pas finir avec 0 vêtements parce qu'on a tout vendu ou quoi que ce soit, on garde tout ce dont on a besoin, mais malgré tout souvent ça peut être une manière de récupérer de l'argent, et parfois peut-être qu'on récupérera pas autant que ce qu'on a dépensé au début. Le but c'est bien évidemment pas de vendre des choses dont on a besoin pour qu'on soit obligé de le racheter plus cher ensuite, vraiment au niveau des choses que l'on n'utilise plus, des jouets que vos enfants n'utilisent plus si vous avez des enfants, de je sais pas une friteuse que vous avez gagnée à une tombola et finalement vous l'utilisez jamais, enfin plein de choses comme ça qui sont des réserves d'argent parce qu'ils valent toujours quelque chose, peut-être pas beaucoup, peut-être que parfois ça ne vaut que quelques euros, mais les euros cumulés ça peut vraiment représenter un bon début, et parfois ça peut être aussi le point de départ en plus de votre épargne de précaution. Par exemple, réussir à récupérer, j'en sais rien, 150 € en faisant un espèce de vide-placard, un vide-grenier, enfin quelque chose qui vous permet de récupérer cette petite somme qui vous aurait peut-être pris 2 ou 3 mois à épargner si vous partez avec une faible capacité d'épargne, ce qui est le cas de beaucoup de monde malheureusement parce que la vie coûte cher actuellement, enfin on n'est pas responsable du fait que l'on n'arrive pas à épargner beaucoup, bien évidemment, on fait tous en fonction de nos capacités. Parfois ça peut donner un petit boost aussi pour nous permettre d'avoir déjà une cagnotte de base et aussi pour faire face aux potentiels imprévus, parce que ce qui arrive parfois c'est qu'on est en train de commencer à s'intéresser à son budget et là on a des imprévus qui nous tombent dessus dès le début et du coup on a l'impression que tous nos efforts ils servent à rien, et encore une fois ça peut être démoralisant et le moral ça joue énormément. Le 8e point ça va être de supprimer certaines sources de dépenses temporairement, quitte à faire quelque chose d'assez extrême si vous avez besoin d'accélérer la constitution de votre épargne. Globalement, vous le savez, je vous conseille toujours de ne pas être trop extrême dans votre manière d'épargner, de trouver un équilibre,
un bon compromis, mais parfois sur une courte période, ça peut être intéressant de faire un défi un peu plus extrême quand on a vraiment besoin de constituer son épargne et qu'on a besoin d'avoir cet argent disponible. On peut partir sur un mois blanc. C'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place environ une fois par an dans ma vie, sans forcément le faire parfaitement de la manière la plus stricte possible, mais en fait je trouve que même au-delà de la constitution de l'épargne, etc., c'est un bon moyen d'avoir une vision de sa consommation, de voir un peu ce qui nous... Quand on est dans un mois blanc, pour rappeler le principe, j'avais fait une vidéo dessus l'année dernière, mais c'est un mois dans lequel on ne dépense que pour ce qui est indispensable, donc pour tout ce qui est nourriture, charges obligatoires, etc., mais où on réduit le plus possible toutes les dépenses loisirs. Alors moi j'avais pas réussi à les réduire à zéro, j'avais réduit à pas beaucoup, je crois qu'on avait dépensé quelque chose comme 30 € à deux pour le mois en dépenses loisirs, etc. Mais en fait ce que je veux dire par là, c'est qu'en faisant ça, souvent ça va nous dégager de l'argent. C'est un mois où on avait beaucoup plus épargné que d'habitude, et après ça nous aide vraiment à savourer aussi les loisirs que l'on a et à voir ceux qui nous servent vraiment ou ceux qu'on a qui sont pas tant indispensables que ça, et dans ce cas-là éventuellement les supprimer si ce sont des choses qui nous coûtent de l'argent et qui ne nous apportent pas tant que ça, ou favoriser les choses qui nous rendent plus heureux. Après on peut faire les choses aussi de manière moins extrême, on va dire, comme par exemple dire ne pas aller au restaurant pendant X mois ou ce genre de choses. Alors je sais que sur la question, on a tous des modes de vie très différents. Même quand je parle du mois blanc, il y a souvent des gens qui me disent que eux ils font un peu mois blanc tous les mois aussi, mais que parfois ils ont d'autres dépenses en parallèle qui leur coûtent plus cher. Donc ça dépend de notre mode de vie. C'est vrai que souvent par exemple quand on est citadin, on a tendance à avoir plus de dépenses, loisirs du quotidien, enfin ça dépend totalement du mode de vie. Moi je vois juste sur un échantillon non représentatif de la population que sont les gens que je fréquente, on a tous des manières de gérer notre argent qui sont très différentes. Il y en a qui dépensent plus en loisirs qu'en loyer par exemple, il y en a qui dépensent presque jamais pour aller au restaurant parce que ça les intéresse pas tant que ça, mais qui vont avoir des dépenses importantes sur d'autres points, ou qui vont avoir une dépense importante pour leur voiture parce que même en habitant en ville, ils aiment pas spécialement prendre les transports en commun, etc. Chacun sa vision des choses sur l'argent, il n'y a pas de vision qui est mieux ou moins bien que celle des autres, mais en tout cas donc sur ce point, si actuellement vous allez au restaurant par exemple 3-4 fois par mois, ou vous avez l'habitude aussi de vous faire livrer très souvent des repas, on peut se faire un défi de X temps sans faire ça. Et sinon il y a aussi le système des enveloppes que j'ai testé très récemment, que je trouve quand même très efficace pour maîtriser son budget, pour avoir une bonne idée de là où va son argent, etc. Ça peut être intéressant de le faire, même si vous n'avez pas spécialement envie de le faire indéfiniment, de tester de le faire quelques mois, le temps d'augmenter votre épargne de précaution. Quelque chose d'assez moins fréquent et moins conventionnel, mais à laquelle on peut penser quand on veut constituer son épargne de précaution, c'est si on est propriétaire, par exemple, prendre un colocataire quelque temps, si on habite seul, si c'est faisable, si on a la place, etc. Bien évidemment, comme toujours, si une solution ne s'adapte pas à votre situation, c'est pas grave, juste ne le faites pas, mais ça peut toujours servir éventuellement à d'autres personnes. Ou si vous êtes locataire et que vous avez une chambre supplémentaire, voir avec votre propriétaire, voir si vous pouvez passer en colocation, s'il y a quelqu'un qui vient travailler quelque temps dans votre ville, qui a besoin d'un logement temporaire, etc. Si j'en parle, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, c'est que ça peut être un moyen assez efficace pour récupérer beaucoup plus d'argent que plein de petits gestes que l'on peut mettre en place. Dans le sens où faire des heures supplémentaires, c'est quand même coûteux en énergie. Le fait de réduire ses dépenses, etc., parfois on n'a juste plus d'endroits où réduire, ou alors ça va représenter une grosse charge mentale. Et là, ça peut être un moyen en cédant de l'espace et en mutualisant certaines dépenses, parce que quand on vit seul, on a généralement des dépenses qui vont nous coûter plus cher que quand on les partage à deux. Je pense notamment à une box internet, mais également au niveau de l'espace que l'on loue par exemple, on n'a généralement pas besoin d'une pièce dédiée aux toilettes par personne, donc ça veut dire qu'on peut partager cet espace, etc. Et ça peut être une économie qui d'un coup, en prenant cette décision de prendre un colocataire, selon où vous habitez, selon les circonstances, etc., ça peut vous permettre d'économiser des centaines d'euros par mois, ce qui peut être vraiment très efficace et parfois plus efficace que toutes les astuces du quotidien réunies que l'on peut mettre en place. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour la personnalité de tout le monde non plus, ce n'est pas rien de partager son espace avec quelqu'un. Donc je suis pas en train de vous dire c'est facile, il suffit de faire ça. Mais ça peut être une chose à laquelle on peut penser tout simplement. Le 10e point, ça va être d'essayer d'anticiper les imprévus courants. Comme je vous le disais, il y a pas mal de choses qu'on considère comme des imprévus qui n'en sont pas tant que ça. Par exemple, l'entretien de la voiture, etc. Le fait que parfois il va y avoir des frais à régler sur la voiture, ça peut être quelque chose qui s'anticipe à l'année parce qu'on sait qu'éventuellement il va y avoir des frais, on ne sait pas exactement lesquels, mais il risque d'y en avoir. Je pense aussi à tout ce qui est régularisation de factures d'énergie. Je parlais tout à l'heure de la possibilité de récupérer quelque chose. Il y a aussi très souvent le fait qu'on se retrouve à payer quelque chose en plus. Et ça, même si parfois on n'arrive plus à agir sur sa consommation parce qu'on est déjà en train de faire le maximum possible, on peut essayer d'anticiper la chose en se tenant au courant. Avec pas mal de fournisseurs d'énergie, aujourd'hui on a la possibilité de voir notre consommation plus ou moins en temps réel, ou au moins de la voir au mois. Et donc ça peut vraiment être intéressant de voir où on en est, plutôt que d'avoir une mauvaise surprise où d'un coup on reçoit une facture et on voit qu'on doit donner 700 € qu'on n'avait pas du tout prévu de donner. Surtout que ça s'accumule en fait sur le long terme.
Ça veut dire que sur les 6 derniers mois, on a dépensé à chaque fois des dizaines d'euros en plus qui font qu'à la fin on a une somme énorme. Peut-être que psychologiquement ça aurait été plus facile de mettre cette somme de côté à chaque fois en plus ou essayer de prendre de l'avance sur les choses en appelant son fournisseur d'énergie pour demander à augmenter notre mensualité pour éviter de se retrouver avec un effort de désépargne important à un moment où on croyait que cet argent il était à nous, il était pour notre épargne de précaution et finalement on se retrouve à devoir le donner et encore une fois ça peut être tellement démoralisant, donc ça peut être bien de se tenir au courant. En fait vraiment souvent avec le budget, une des actions les plus efficaces c'est simplement de regarder, de s'y intéresser et c'est souvent ça qui va nous pousser à prendre pas mal de décisions et ça va souvent orienter un peu notre quotidien, nos décisions sans faire une fixette dessus bien évidemment, mais juste se tenir au courant, voir où ça en est parce que c'est difficile de gérer quelque chose quand on ne sait pas du tout où on en est dessus. Et donc voilà pour les 10 choses qui peuvent vraiment vous aider à mettre en place votre épargne de précaution pour les raisons un peu qui font que pour moi une épargne de précaution c'est hyper important. Bien évidemment vous n'êtes pas obligé, encore une fois vous faites selon ce qui vous convient, ça dépend de vos habitudes avec l'argent etc. Mais je trouve que pour la plupart des gens une épargne de précaution ou d'urgence ou peu importe comment vous l'appelez ça peut vraiment être très intéressant. Je trouve que c'est important de la distinguer de nos autres épargnes pour ne pas prendre cet argent pour acquis parce que souvent ça va être de l'argent qu'on va parfois utiliser pendant l'année et donc de ne pas le compter dans notre épargne qu'on prévoit de mettre sur le long terme. Par exemple si on sait que chaque année il y a des choses, on ne sait pas exactement lesquelles, qui nous prennent statistiquement à chaque fois de l'argent. Je trouve que ça peut vraiment être important pour avoir une gestion saine de son budget dans laquelle on a le moins de mauvaises surprises possible. Merci encore à Plum d'avoir sponsorisé une partie de cette vidéo, vraiment n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Je trouve que l'application est vraiment géniale et je suis ravie de collaborer avec eux aujourd'hui. Et donc si vous avez des choses à ajouter pour constituer son épargne de précaution, n'hésitez pas à partager vos conseils, ce que vous mettez en place, les choses qui vous bloquent actuellement, etc. en commentaire. C'est toujours super intéressant d'échanger sur ces sujets-là parce que je trouve que souvent on va trouver de l'inspiration dans ce que font les autres et ça peut être super intéressant. Donc merci d'avance pour tous ceux qui partageront des choses comme ça, super intéressantes en commentaire. Si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me soutient énormément. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si vous ne voulez rien manquer de ce qui va suivre. Je poste des vidéos qui vous aident à gérer votre budget, je parle aussi de gestion quotidienne, un petit peu de l'argent, notamment en lien avec l'alimentation, avec les dépenses du quotidien. Je vous partage des idées de recettes qui soient saines, équilibrées et qui généralement rentrent dans un petit budget aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous n'avez pas envie de manquer quoi que ce soit, c'est gratuit et ça me soutient aussi. On peut aussi se retrouver sur Instagram où je partage quotidiennement en story sur un petit peu tous les sujets qui m'intéressent dans la vie. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!